Première question assez simple, je pense que c'est à peu près votre 8e collaboration avec Jean-Paul Fargeau. Jo. Jo, vous l'avez Oui. d'accord. Fargeau. Jo Fargeau. Et je voulais savoir en fait, Isaac, je voulais savoir parce que c'est vrai que Alex Descazes vous a dit juste avant, vous a révélé que l'origine du scénario venait aussi de votre histoire, en tout cas de l'histoire de votre grand-père. Oui, c'est vrai que mon grand-père est mort maintenant, mais dans mon enfance, pour mes frères et sœurs, l'histoire de ma mère et de mon grand-père, c'était une histoire, je dirais presque un conte de fées, parce que ma mère était une femme très déterminée dans la vie et je crois, elle vit toujours et mon père vit toujours. Donc elle avait, on peut dire, fait un mariage. Elle avait épousé un homme qu'elle avait choisi, qu'elle aimait. Mais il y avait toujours ce mystère pour nous, c'était que l'homme de sa vie, et elle le répétait tout le temps, c'était son père. Et il faut dire que notre grand-père était un homme qui nous impressionnait beaucoup parce qu'il était... On sentait qu'il avait encore une autorité sur ma mère. Comme si il pouvait lui dire encore mais non, tu devrais les éduquer comme ça et tout ça. On avait presque l'impression qu'elle l'écoutait, elle tenait compte de son opinion. Excusez-moi, j'ai mal à l'œil. Elle tenait compte de son opinion encore comme pas comme une petite fille, mais à nos yeux, c'était invraisemblable, quoi, cette relation de fille. Pour nous, elle était une femme mariée. Lui, c'était notre grand-père, mais qu'il ait encore cet ascendant sur elle, mais un ascendant pas... C'était pas un père tyrannique du tout. Mais quand elle avait des décisions à prendre, je pense que ça comptait quand même l'opinion de son père. Et puis, mon grand-père est mort et après, c'était toujours... Elle en parlait jamais. Mais nous, je crois que notre enfance était bercée par cette chose-là. Et un jour, il y a eu une rétrospective au Zoo à Paris un été. Et ma mère n'était pas allée en vacances. Mon père était parti avec ses petits-enfants. Et je l'ai emmené voir des films d'Ozu. Et un jour, on voyait toute une série de films d'Ozu où il y a mère veuve et fille à marier, père veuve. Enfin, il y en a 3 comme ça. Et à chaque fois, je voyais que ma mère était comme plus qu'émue, quoi. Ça. Et je me suis dit que si un jour je sentais je sais pas, le courage de faire ce film sans pathos, sans y mettre de choses personnelles, mais comme un archétype presque d'une relation de couple entre un père et une fille, j'essaierai, voilà. Et un jour, j'ai pensé que grâce à Alex, je pouvais le faire, que j'avais l'impression que Alex avait cette capacité d'être un acteur qui n'extériorise pas des choses émotionnelles, mais qui laisse passer la profondeur d'un sentiment. En même temps, en voyant le film, et par rapport à ce que vous racontez de cette histoire de couple père-fille, j'ai repensé à une chose que vous m'aviez dite lors d'un autre entretien, comme quoi dans l'enfance, vous étiez assez effrayé des choses définitives. Oui, encore aujourd'hui. Aujourd'hui. Et effectivement, je crois que vous décrivez assez bien ce sentiment aussi de Joséphine, du personnage de Joséphine, qui refuse de partir ou qui hésite à partir, et puis l'angoisse aussi de son père à la voir partir. Est-ce que ça faisait écho justement à ce sentiment que vous aviez par rapport à ces choses définitives
qui vous effrayait ou qui vous effraie encore? C'est-à-dire, comment? En fait, moi, dans mon enfance, j'ai déménagé souvent, donc j'avais pas le culte de l'installation. Et encore aujourd'hui, même si maintenant j'ai un appartement dans lequel je suis depuis 5 ans, j'ai encore des cartons, pas d'effet. Donc il y a quelque chose en moi qui ne s'est jamais vraiment installé. Mais pourtant, je sais que si je m'installe jamais, c'est parce que probablement, je ne sais pas comment dire, j'ai besoin d'une installation sentimentale, plus que tout. Ce qui fait que pour moi, les cartons, les valises, c'est presque rassurant. Parce que ce qui compte, c'est une forme de fidélité, mais dans le sens le plus large. Par exemple, être ici avec Alex, 21 ans après, sans fou l'amour, ça, c'est aussi notre trajet à tous les deux. Et pour moi, ça, c'est pas une installation, c'est une forme de lien qui ne se détache pas. Et c'est ça dont Joséphine a peur, et c'est ça dont le père a peur. Au fond, ils savent très bien qu'à partir du moment où on coupe ce lien, on ne revient pas à s'installer, quoi. Vous voyez, quelque chose... on essaye de faire durer encore un peu. Pour moi, c'était le sens du voyage, de la nuit qui passe en Allemagne. Ils auraient pu prendre la route. Mais dormir sur cette plage, c'était comme avoir encore une dernière nuit de camping ensemble, et il n'y en aura plus, voilà. Ça, je comprends ça, quoi. Parce que pour vous, chaque film est un peu comme ce que vous exprimiez vous disiez que vous aimiez la philosophie parce que chaque fois c'était un concept et une vision du monde qui était une boucle. Oui. Et qu'ensuite on pouvait aussi passer à une autre boucle, à un autre concept, et que ça vous intéressait. Est-ce que votre approche des films, c'est aussi ça? Parce que... C'est-à-dire que les boucles, oui. Les boucles, je pense que je suis presque physiquement liée à l'idée que la Terre tourne, que la Terre est ronde, que quand on fait le tour du monde, on fait le tour d'une boule. Depuis que je suis petite, peut-être parce que je passais l'équateur quand j'étais petite, et que comme les lecteurs de Tintin et tout ça, je savais que ça avait une signification, ou les grands aventuriers, je me souviens, je lisais les histoires de Magellan, mais j'avais toujours ce sentiment que faire le tour du monde, c'était pas un exploit, c'était une sensation. Et il me semble que les films, c'est ça aussi. C'est à chaque fois, il faut repasser un équateur, repasser par un pôle. Alors que l'idée de concept, elle n'est pas du tout en moi. Peut-être qu'on peut la voir, mais c'est pas du tout comme un concept que je pense ça. Je pense ça comme un trajet. Et simplement, en effet, il y a cette boucle. Mais cette boucle, c'est le seul moyen de me projeter dans une autre. Je vais vous poser une dernière question parce que le temps presse visiblement. Je voulais juste parler de la musique parce que je trouve qu'il y a vraiment une composition tout à fait étonnante de la part du groupe Tindersticks, qui collabore depuis longtemps avec vous, en tout cas Stuart Stable beaucoup. Comment ça s'est passé pour la composition? Comme d'habitude, je lui ai donné le scénario. Alors ce scénario-là, il m'a dit, j'aime beaucoup ce scénario. Alors là, vraiment, aucun doute pour moi, j'aime ce scénario. J'ai hâte. Et quand j'ai eu fini le tournage, je lui ai montré les rushs, comme d'habitude, et je lui ai dit, tu sais, je ne sais pas pourquoi, j'ai une impression étrange qu'avec les musiques qu'il y aura dans le film, eh bien, je ne sais pas si tu auras vraiment la place pour composer, parce que
il va y avoir les bruits du train, les bruits de la ville. Et il m'a dit bon. Et puis un jour, il m'a fait écouter. Bon, maintenant, on se voit plus souvent parce qu'il habite en France. Il m'a fait écouter, il m'a dit écoute, j'ai quand même fait un tout petit thème pour les trains au début. Et c'est le premier thème du film, ça m'a fait rire. Je lui ai dit, mais on dirait vraiment que c'est une chanson française, quoi. C'est extraordinaire comment toi qui es si anglais, t'as pu faire ça. C'est ça. Et parce qu'on voit le Sacré-Cœur au bout, j'ai dit mais c'est la folie. Ça me dit bah oui, maintenant j'habite en France. Enfin bon, il a rigolé. Et puis en fait, toutes les semaines, il m'a amené un nouveau thème. Et au final, il a composé 6 morceaux que j'ai utilisés tous. Et je crois qu'il était, pour le monteur et pour moi, c'était comme on était comme un trio. Il était dans le film, Stuart, comme à l'époque de Nénette et Bonnie. Il avait une opinion sur tout. Et il était dans le film. Voilà. Mais on n'échange même pas, en fait. Avec Stuart, pour moi, je dirais, c'est comme avec Alex. C'est quelqu'un, il me comprend avant même que j'ai besoin de lui dire dans mon anglais maladroit ce que je pense. Et je crois qu'on est très différents, on n'a pas du tout les mêmes backgrounds comme on dirait, mais je pense qu'on est quand même si liés profondément par des choses que j'ignore. Pourquoi est-ce qu'on se comprend? Je ne sais même pas. Lui non plus, il ne le sait pas. Il dit que de tous les gens compliqués qu'il a rencontrés, je suis la plus simple à comprendre. Alors je me dis, voilà, ça suffit peut-être. Bon, merci beaucoup.